trentaine de personnes ont été tuées vendredi dans une attaque menée contre l'état-major des forces armées du Burkina Faso. L'ambassade de France a également été visée. En Ouganda, les pays contributeurs de troupes de l'AMISOM estiment que le retrait de la Somalie est prématuré. Ils en ont fait l'annonce ce vendredi à Kampala lors d'un sommet consacré à la mission de l'Union africaine en Somalie. Enfin, le gouvernement de la RD Congo a décidé d'amorcer le processus de la levée du moratoire sur les forêts congolaises. L'annonce a été faite par le directeur général en charge des forêts du ministère de l'Environnement. Bienvenue dans cette nouvelle session de l'information sur Sika. La capitale du Burkina Faso a été vendredi secouée par des attaques. L'ambassade de la France à Ouagadougou a été attaquée par des hommes armés qui s'en sont également pris à l'état-major des forces armées burkinabées. Les images. Les attaques qui ont visé vendredi l'ambassade de France à Ouagadougou et l'état-major général des armées burkinabées ont un relent terroriste très fort. Au moins 28 personnes ont été tuées. 4 assaillants ont été neutralisés à l'ambassade de France où la situation était vite maîtrisée. À l'état-major, il y a eu une attaque à l'explosif. 2 assaillants ont été neutralisés par la suite. Il n'y a pas pour l'instant de victimes annoncées. Il y a, je rappelle, 4 assaillants qui ont été neutralisés à l'ambassade de France et 2 qui l'ont été au niveau donc, de l'état-major des forces armées nationales. Il y a un certain nombre de blessés, notamment les gendarmes et les militaires qui étaient en faction à ce niveau-là, donc qui ont été transférés. Et la sécurisation de l'état-major se continue pour l'instant. Sur l'état-major, il y a eu une attaque à l'explosif qui a détruit une partie, donc un pan de cet état-major-là. Mais c'est une attaque. Elle a un relent terroriste très fort. Elle a visé 2 endroits, l'ambassade de France et l'état-major. Les unités spéciales des forces de défense et de sécurité du Burkina Faso étaient toujours en opération vendredi en début de soirée. Selon des témoins, 5 hommes armés sont sortis d'une voiture et ont ouvert le feu sur des passants avant de se diriger vers l'ambassade de France dans le centre de la capitale du Burkina Faso. Une autre explosion près de l'état-major des armées burkinabées et de l'Institut français a été constatée. Et puis le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui bouclait vendredi à Bamako une mini-tournée africaine, a condamné les attaques coordonnées qui ont frappé Ouagadougou dans la journée. C'était à la faveur d'une conférence de presse aux côtés de son homologue malien. Imagez son. Recep Tayyip Erdogan a réitéré son soutien au Mali dans la lutte contre les groupes armés djihadistes. Malheureusement, le terrorisme s'est encore une fois montré de façon sanglante au Burkina Faso. Nous condamnons fermement les attaques terroristes qui ont eu lieu à Ouagadougou, a déclaré dans la soirée le président turc au cours d'une conférence de presse avec son homologue malien, Ibrahim Boubacar Keïta. Je sais que le Mali a beaucoup souffert du terrorisme. Nous sommes donc prêts à vous fournir un soutien à cet égard, comme nous l'avons fait dans le passé. Actuellement, notre lutte contre les organisations terroristes continue de façon intense en Syrie. Cette lutte continuera jusqu'à ce que nous éradiquions tous les terroristes de cette région. Nous condamnons donc les attaques terroristes qui ont eu lieu à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Lors de son étape en Mauritanie mercredi, il avait annoncé une contribution de la Turquie de 5 millions de dollars pour financer la force militaire constituée par 5 pays africains, Mali, Mauritanie, Burkina Faso, Niger et Tchad, pour lutter contre les groupes djihadistes qui sévissent dans le Sahel. L'explosion qui a frappé vendredi l'état-major général des armées à Ouagadougou provenait d'une voiture piégée, selon le ministre burkinabé de la Sécurité, Clément Savadogo. Effectivement, à l'état-major, il y avait une réunion qui devait se finir, mais qui finalement a été s'est tenue dans une autre salle. Qualifiant Erdogan de grand leader attaché à la prospérité des pays frères musulmans, Ibrahim Boubacar Keïta s'est félicité de la signature de 8 accords dans tous les domaines entre Ankara et Bamako. Nous sortons juste de signer 8 accords dans tous les domaines. Ces accords réconfortent, renouvellent la coopération entre la Turquie et le Mali dans tous les domaines d'activité. Nous savons le souci qu'a le président Erdogan de contribuer
au développement, à la prospérité de ces pays frères musulmans. Des sources proches des deux délégations, ces accords concernent les secteurs de l'énergie, de l'éducation, du sport, de l'économie ainsi que dans le domaine militaire. La mise en place avec l'aide d'experts turcs d'un réseau de métrobus circulant en site propre à Bamako est également actée. Au moins 3 travailleurs humanitaires nigérians employés par l'ONU ont été tués et 3 autres blessés jeudi. C'était dans une nouvelle attaque du groupe islamiste armé Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. Les victimes sont 2 employés de l'Organisation internationale pour les migrations qui s'occupaient de la gestion d'un camp accueillant environ 55 000 déplacés victimes des violences djihadistes et un médecin travaillant comme consultant pour l'UNICEF. L'attaque est survenue jeudi soir dans la localité de Ran, État du Borno. Le bureau de l'ONU pour les affaires humanitaires au Nigeria a condamné ces meurtres. 3 travailleurs humanitaires ont également été blessés lors de l'attaque et une infirmière est portée disparue, ce qui fait craindre un enlèvement. Par ailleurs, un membre d'une milice civile engagée avec l'armée contre Boko Haram et un officier militaire ont affirmé que 8 membres des forces de sécurité avaient été tués, mais aucune confirmation officielle n'a pu être obtenue dans l'immédiat. Selon la porte-parole de l'ONU basée à Abuja, la cible était l'armée. Les humanitaires se sont retrouvés pris au piège. Le gouvernement a annoncé vendredi que la recherche des otages a été étendue aux pays voisins, alors que selon plusieurs médias locaux, elles auraient été emmenées au Niger. Mesdames, Messieurs, cette édition se poursuit au Zimbabwe. On ne connaît toujours pas la date des prochaines élections générales prévues pourtant cette année. La présidente de la commission électorale, lors d'une sortie médiatique effectuée à Harare, a néanmoins fait le point du nombre d'électeurs déjà enregistrés sur la liste électorale. Image et son. Plus de 5,3 millions d'électeurs ont déjà été enregistrés pour les élections générales. C'est ce qu'a annoncé jeudi à la presse la présidente de la commission électorale zimbabwéenne. La tranche des 18 à 34 ans, habituellement appelée les jeunes, représente 43,5% du total des électeurs inscrits jusqu'à présent. La tranche d'âge des 60 ans et plus représente 13,6% des électeurs inscrits jusqu'à présent. La date de ces élections générales, très attendues, n'est toujours pas connue, mais faisant référence à la Constitution, elle a défini un intervalle de temps où pourraient se tenir ces scrutins. Le scrutin peut avoir lieu selon la Constitution au plus tôt le 21 juillet 2018 et au plus tard le 21 août 2018. Le mois dernier, le président Emmerson Mnangagwa avait indiqué que ces élections auront lieu avant le mois de juillet 2018. Le nouveau chef de l'État, qui a pris la tête du Zimbabwe après la démission forcée du président Robert Mugabe au mois de novembre dernier, a promis à plusieurs reprises que les élections seraient justes, libres et crédibles. Mais les critiques d'Emmerson Mnangagwa, un des fidèles serviteurs du très répressif régime Mugabe, doutent cependant de sa réelle volonté de mener des élections transparentes et pacifiques, rappelant qu'il a été l'un des exécuteurs de la répression pendant l'ère Mugabe. Je l'annonçais en titre, en Ouganda, les pays contributeurs de troupes de l'AMISOM, Burundi, Ouganda, Éthiopie, Djibouti et Kenya, estiment que le retrait de la Somalie est prématuré. Ils en ont fait l'annonce ce 2 mars à Kampala lors d'un sommet consacré à la mission de l'Union africaine. En Somalie, le mandat de l'AMISOM prévoit un retrait total des forces d'ici 2020 en présence du président somalien. Un appel a été donc lancé à l'ONU, mais aussi aux bailleurs pour le maintien de la mission. Image et son. Les discussions ont été intenses, confie-t-on, du côté de la présidence ougandaise, car les attaques se poursuivent en Somalie et devant ce constat, les États contributeurs de troupes de l'AMISOM, la mission de l'Union africaine dans le pays, se sont tous mis d'accord pour demander le prolongement de leur mandat. Mais je crois qu'il nous reste un long chemin à parcourir. Nous devons élaborer une stratégie solide pour lutter efficacement contre Al-Shabaab, les vaincre, et je crois qu'ils sont faibles.
Activer le Conseil de sécurité nationale pour revoir la résolution 2372 du Conseil de sécurité des Nations Unies de 2017 sur le retrait de la mission, à rétablir la MISOM au niveau précédent et à maintenir toute nouvelle réduction des troupes de la MISOM afin de permettre la récupération du territoire encore sous le contrôle des Chebab et d'autres groupes terroristes le temps suffisant pour l'intégration, la réorganisation, la formation et le mentorat des forces de sécurité nationale somaliennes. Cette demande est soutenue par le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Mais la MISOM est une mission très coûteuse. Il ne fait aucun doute que nous devons continuer à assurer la durabilité des opérations militaires. Nous travaillons avec les forces de sécurité nationales somaliennes pour faire en sorte qu'elles assument progressivement la part du lion de la responsabilité de la sécurité en Somalie. Cette force africaine est présente depuis 2007 afin d'aider l'État somalien à lutter notamment contre les Chebab. En tout, 22 000 hommes se trouvent sur le terrain dont le retrait a déjà commencé malgré l'instabilité qui continue à régner dans le pays. 2 attentats ont encore touché cette semaine la Somalie. Le gouvernement de la RD Congo a décidé d'amorcer le processus de la levée de moratoire sur les forêts congolaises. Ce point de vue est défendu par les autorités après avoir parcouru le processus de conversion et d'assainissement. L'annonce a été faite par le directeur général en charge des forêts du ministère de l'Environnement, José Ilanga Yeyet Mavinga Nzao Kataï pour Le Point. 15 ans après, le ministère de l'Environnement et Développement durable a entrepris la démarche de la levée du moratoire sur les forêts congolaises parce qu'il est convaincu de connaître la ressource et en dispose des données, a précisé M. Ilanga, directeur général en charge des forêts et du ministère de l'Environnement. Cette décision ferme du ministère est la réponse à la mauvaise interprétation de la condition qui fait mention de la programmation géographique des futures allocations et non du macro- et micro-zonage, et c'est là avec un processus consultatif devant être accompli avant la levée de ce moratoire. Le macro-zonage, une petite parenthèse, est lié à l'aménagement du territoire de la RDC, un long processus qui prendra au moins 10 ans, et il n'a pas été question de conditionner la levée du moratoire par le zonage macro ou micro-zonage, mais par la simple programmation géographique des futures allocations. En termes clairs, il s'agit de s'assurer de la reconnaissance de la ressource et d'en décider de son affectation. Dans des grandes provinces forestières de la République démocratique du Congo, les travaux de programmation géographique sont en cours. Et ceci ouvre la voie au ministère de lancer les travaux de réflexion sur la levée du dit moratoire. Au regard des enjeux économiques, l'expert a précisé que le pays a tout intérêt à lever ce moratoire dont l'impact négatif n'est plus à démontrer sur le plan socio-économique de la République démocratique du Congo. Voilà qui met un thème à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester fidèles à Sika. À très bientôt.